Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de ce journal. L'État agit pour les quartiers prioritaires. Dans les zones en tension, le chômage atteint des records. Pour y répondre, un grand événement a été organisé en Gironde. Une initiative exceptionnelle pour soutenir les personnes sans emploi. Nous irons sur place dans un reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Dans ce journal également, la prostitution des jeunes, une menace alarmante. Près de 20 000 mineurs sont concernés. Le sujet reste tabou, mais certains brisent le silence. En Martinique, des collectifs agissent pour alerter les plus jeunes. Nous irons sur place dans un reportage de Via ATV. Les pompiers volontaires manquent à l'appel. Depuis plusieurs années, les effectifs se réduisent fortement. En réponse, des dispositifs exceptionnels sont organisés en Moselle. Ils attirent de nombreux volontaires. Les héros de demain, nous les verrons dans ce reportage de notre partenaire Moselle TV. Les seniors sont-ils dangereux sur nos routes ? Près d'un accident sur 5 implique une personne âgée. Pour limiter les risques, la police propose des stages de remise à niveau. C'est une expérience unique dans la Loire. Nous y reviendrons dans ce reportage de notre partenaire TL7. Je vous l'annonçais dans les titres, l'État mobilise les entreprises en faveur des quartiers prioritaires. Le chômage atteint des niveaux records dans ces zones en tension. En réponse, les services de l'État et la préfète de Gironde, Lydia Guiroux, ont organisé un grand événement dans plusieurs communes. L'objectif, permettre de décrocher un contrat de travail ou d'apprentissage. Regardez ce reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, sur place. Andrel est l'un des premiers à se présenter. En recherche d'emploi, il se renseigne sur le métier d'auxiliaire de vie. On travaille dans l'humain. Et après, on fait aussi des prestations d'entretien du cadre de vie. À peine quelques minutes d'échange et déjà une bonne impression. Le profil de monsieur est intéressant, même s'il n'a pas de véhicule. Donc on va l'orienter peut-être sur notre agence qui se situe à Bordeaux aussi. Comme lui, ils sont des dizaines à s'être déplacés jusqu'à la maison des associations de ce nom, dans l'espoir de repartir avec un travail. Travailler, c'est la moindre des choses. Sans travail, on n'existe pas. Donc je vais faire mon maximum pour essayer de laisser une bonne trace et puis avoir des bons retours. Restauration rapide, grande distribution, garde d'enfants. 25 entreprises de tout secteur sont présentes pour cet événement. Un job dating où peu importe l'âge ou le niveau de formation, seule la motivation compte. C'est un secteur en tension où on a de gros besoins de conducteurs. Et toutes les opportunités sont bonnes à prendre, donc on fait beaucoup de salons. Venez comme vous êtes et je trouve que c'est important d'avoir cet état d'esprit-là et de rencontrer les gens vraiment dans leur fief, entre guillemets. En Gironde, dans les quartiers prioritaires, 18% de la population est au chômage, soit près de 75 000 habitants. C'est 2 fois plus qu'ailleurs. J'en fais partie, je suis dans un quartier prioritaire et c'était difficile au bout d'un moment, mais là je trouve que ça va, ça s'améliore. C'est une question de détermination, de motivation. Peu importe les préjugés, il faut y aller, tenter sa chance parce que qui ne tente rien n'a rien, quoi. Au total, près de 250 personnes se sont réunies ici à ce nom pour cet événement organisé par la préfecture de la Gironde. Et bonne surprise, une petite dizaine d'habitants sont déjà repartis avec un CDI et commencent dès la semaine prochaine. Et puis la prostitution devient un véritable fléau chez les mineurs. Près de 20 000 jeunes sont concernés. Une réalité alarmante qui apparaît souvent comme un tabou. En Martinique, vous allez le voir, un mouvement brise le silence et intervient dans les écoles pour alerter sur cette menace. Ateliers interactifs, séances d'information, soutien psychologique aussi. Les solutions sont nombreuses. Regardez ce reportage d'Hélène Sérignac pour notre partenaire Via ATV sur place. Tantôt glamourisée, tantôt banalisée, la prostitution des jeunes progresse. Sujet tabou, situations diverses, difficile de chiffrer le nombre de victimes et difficile d'évaluer le degré de danger auquel elles sont soumises. Selon les spécialistes, on assiste à l'ubérisation de la prostitution, rendue plus accessible grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes qui proposent du contenu à caractère sexuel en l'échange d'une participation financière. Pour les jeunes, la dimension virtuelle de l'échange ne permet pas toujours d'identifier des pratiques prostitutionnelles. Je ne sais pas si ça s'apparente vraiment à la prostitution, mais je pense que ça se rapproche dans le sens où il faut payer de l'argent pour avoir le contenu, mais comme il n'y a pas le contact direct
physique avec la personne qui paye, je dirais que non. Parfois, l'appât du gain est fort, mais les risques sont sous-estimés. Mettre le doigt dans l'engrenage peut avoir des conséquences catastrophiques. En général, quand on commence à acter le fait de vendre une partie de son corps sur un réseau en échange d'argent, on se dit qu'on est commercialisable, que notre corps est vendable et marchandable et a une valeur marchande. À partir de là, cette barrière-là, elle est cassée. C'est de ça dont vont se saisir les agresseurs et les hommes qui sollicitent ces jeunes filles et qui vont du coup passer à la prostitution en réel. Selon une récente étude, les principales raisons qui peuvent conduire les jeunes à se tourner vers des activités sexuelles rémunérées, des conditions économiques difficiles, le manque d'éducation, le chômage et l'absence de perspectives d'avenir stables. Voilà, et puis c'est un nouveau remède contre la maladie d'Alzheimer que nous allons vous présenter, l'équithérapie, qui permet de soigner des patients grâce aux chevaux. Une prise en charge atypique qui présente des effets spectaculaires, vous allez le voir. Chaque semaine, dans les Bouches-du-Rhône, ce groupe accompagne des centaines de personnes grâce à cette nouvelle pratique. Rudy Dahan est allé à leur rencontre pour notre partenaire de la Provence. Regardez. Impeccable. Est-ce que vous vous rappelez la deuxième étape du parcours ? Il faut faire le slalom. Le slalom, c'est ça. L'équithérapie pour prendre en charge les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. C'est ce que propose l'association ECUS, qui reçoit chaque semaine 4 patients adressés par France Alzheimer, avec un accompagnement spécifique dispensé autour du cheval par des équithérapeutes. ECUS, c'est une association qui a 36 ans d'existence et qui propose de la thérapie avec le cheval. Il y a tout un cadre qui est mis en place. Le fait que ce soit chaque semaine, tous les 15 jours, avec la même thérapeute, trouver ses repères et peut-être solliciter la mémoire ou en tout cas solliciter tout ce qui est de l'ordre du cognitif. Une méthode d'équithérapie pensée selon chaque patient, dont la récurrence chaque semaine permet de voir l'évolution de chacun, la présence du cheval permettant un apaisement du patient presque immédiat pour la plupart. L'idée, c'est de leur proposer un cadre avec la nature et surtout d'utiliser le médiateur cheval pour venir travailler dans plein de domaines différents. Donc on travaille aussi bien sur le plan moteur que sur le plan cognitif, mais aussi toute la sensorialité du cheval, puisque vous avez vu qu'il y avait tout le temps du pansage qui est très importante. Impeccable. À la première séance, il était même sur, comme on dit, un petit nuage. Il espérait être repris pour les prochaines séances. Quand il sort de cette séance, il a un apaisement total. Chaque semaine, ce sont près de 300 patients atteints de différents troubles physiques et ou psychiques qui bénéficient de l'accompagnement d'ECUS, un moment devenu presque indispensable pour la plupart des personnes qui se présentent aux séances de l'association. Et puis sachez aussi que dans les territoires, les dons de sang se font parfois rares et la Corse ne fait pas exception. Sur l'île, la situation devient même critique alors que les besoins ne cessent d'augmenter. En réponse, une grande collecte a été lancée à Calvi en Haute-Corse. L'objectif, encourager la population à donner de son sang et rappeler l'importance de ce geste vital. Un reportage signé Lou Caméo et Alexis Baudin de notre partenaire Télépaésé. Il est midi au complexe sportif de Calvi. Plusieurs volontaires sont déjà là. Ils ont répondu à l'appel du comité régional de Corse des donneurs de sang bénévoles. Une présence précieuse car les stocks de poche diminuent d'année en année. Ce que l'on fait, c'est que les gens remplissent un questionnaire à l'extérieur, montent s'inscrire. Ensuite, je les vois en entretien médical. Si tout est OK, en fonction s'ils ont bu ou mangé, ils pourront passer directement au prélèvement. Aujourd'hui, on a un petit problème, c'est qu'on distribue environ 13 000 poches sur la Corse par an. Ce sont les chiffres de 2023. Et on en prélève un peu plus de 9 000 sur la Corse, entre Bastia et Ajaccio. Donc, ce qui fait un delta assez important qui est manquant et que les autres régions comblent en fait. Un véritable défi pour les bénévoles. Ils ne sont qu'une vingtaine en Haute-Corse. Leur mission première reste de sensibiliser la population, mais aussi de trouver de nouveaux donneurs. Quand je peux, je viens toujours donner mon sang. Depuis très longtemps, je suis donneuse parce que je trouve que le don de sang et le sang, c'est très important pour la vie. Et il se trouve que c'était mon métier. J'étais médecin hématologue, donc j'utilisais du sang tous les jours. Ça se passe très bien, on est bien entouré. Le sang se reconstitue très vite, donc c'est vraiment pas un problème. Ça sauve des vies, les accidentés, les malades de maladies hématologiques, etc. Donc
Vraiment, il faut passer le pas. Et puis les pompiers manquent de main-d'œuvre. Depuis plusieurs années, les effectifs sont à la baisse, notamment chez les volontaires. En Moselle, des dispositifs sont instaurés pour recruter davantage. Et dans cette caserne, vous allez le voir, des démonstrations et des présentations uniques permettent d'attirer de futurs bénévoles. Regardez ce reportage signé Colline L'Expert de notre partenaire Moselle TV sur place. Un maintien-tête. Pour cette démonstration, l'officier Ebersweiler explique au public les missions des sapeurs-pompiers lors d'un accident. Il s'est lui-même engagé en tant que volontaire, et ce, il y a 35 ans. J'avais des pompiers dans la famille, et donc je dirais que naturellement, à mon plus jeune âge, j'entendais la sirène, j'entendais les pompiers partir. C'est un choix de vie. Il faut pouvoir harmonieusement conjuguer vie familiale, vie professionnelle et vie de sapeur-pompier volontaire. Comme Gilles, les 57 autres sapeurs-pompiers volontaires de la caserne de Boulay occupent un emploi. C'est donc sur leur temps libre qu'ils suivent des formations et interviennent pour porter secours à la population. Je suis devenue pompier volontaire donc suite à la crise du Covid-19. J'ai eu envie d'aider les gens. Je n'osais pas au début, je me suis dit bon, c'est un milieu d'hommes, etc. Et en fait, j'ai voulu tenter ma chance. Et je ne regrette pas du tout, c'est la meilleure expérience que j'ai pu vivre. Et à l'occasion de leurs portes ouvertes, l'unité tente de faire connaître ce volontariat auprès du public. C'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus avec l'âge. Et avec les événements récents, les inondations à Boulay notamment, c'est quelque chose qui pourrait se concrétiser. J'aimerais bien m'engager dans l'ambulance. On en a besoin parce qu'il n'y a qu'eux qui sont là pour nous aider. Et la caserne de Boulay a effectivement bien besoin de renforts puisque 90% de ses effectifs sont des sapeurs-pompiers volontaires. Le maillage territorial qui est connu chez les sapeurs-pompiers, à savoir disposer de casernes, de petites unités dispersées sur le territoire, repose essentiellement sur nos sapeurs-pompiers volontaires. C'est le maillon essentiel de notre modèle de sécurité civile à l'heure actuelle en France. On a de plus en plus de mal à recruter des personnels et malgré tout, certains qui sont recrutés, on a du mal également à les fidéliser. Ça commence à poser problème, c'est général, c'est national. Afin de s'engager, un test d'aptitude physique et médicale est à valider. À noter que pour espérer porter le casque de sapeur-pompier volontaire, les prétendants doivent être âgés au minimum de 16 ans. Et puis la sécurité routière est un défi pour tous les âges. Chez les seniors, la baisse des capacités physiques rend parfois leur conduite plus dangereuse. Un accident sur 5 implique un senior. Alors dans la Loire, la police municipale propose un stage de remise à niveau pour corriger les mauvaises habitudes. Une initiative inspirante pour une route plus sûre. Un reportage de Marie-Lise Pariot de notre partenaire TL7 dans la Loire. Accélère, accélère, freine fort. Ça c'est bien. Bertrand a le permis depuis 1972. Mais aujourd'hui, il a décidé de faire une formation de sécurité routière. Au programme, réglage du siège et freinage d'urgence sur sol sec et mouillé. C'est très bien, mais c'est assez stressant parce qu'on n'est pas rompu à ces exercices de conduite. D'ailleurs, tous les vieux, les manies reviennent, notamment moi-même sur la tenue du volant. La dizaine de seniors présents sur l'activité sont tous conscients qu'une remise à niveau s'impose. Ils demandent des conseils pour éviter les situations dangereuses à l'avenir. Je suis de moins en moins sûre sur la route maintenant, à cause de mon âge. Voilà, déjà. Je sens que je vieillis et que je suis beaucoup moins à l'aise sur la route, vis-à-vis des autres, tout ça. Le circuit automobile a mis en place cette formation senior il y a un peu plus d'un an, un public qu'il ne pensait pas toucher avant. Des personnes qui ont appris déjà à conduire sur des véhicules beaucoup plus anciens. L'automobile a subi un boom technologique très important ces dernières années, donc c'est plus une remise à niveau au niveau des aides électroniques, etc. etc. L'association CASA a prévu plusieurs activités autour de la prévention de la mobilité. Ils ont réappris le code de la route, la conduite et la circulation. On a eu un retour très positif, c'est vrai que les seniors viennent nous voir en disant que maintenant il faut attention par rapport à la conduite, par rapport à la vision et aussi certains panneaux qu'ils ne connaissaient pas et qui maintenant font attention. Dans la Loire en 2022, 9 personnes de 75 ans et plus ont perdu la vie, le plus grand nombre par catégorie d'âge. Ce sont eux et les jeunes de moins de 35 ans qui représentent le plus de décès sur la route.
Et puis tout à fait autre chose, pour la deuxième année, une vague orange a déferlé dans la Sarthe à l'occasion des 24 heures du Mans. Dans leur combinaison fluo, les indispensables commissaires ne sont pas passés inaperçus. Des centaines de personnes ont défilé devant un public chaleureux et reconnaissant. L'occasion de rappeler qu'ils sont des acteurs essentiels de cet événement. Un reportage d'Arnaud Potier de notre partenaire LMTV Sarthe. Ils étaient un peu plus d'une centaine réunis et prêts à parader. Le cortège s'était lancé dans une ambiance haute en couleurs à l'image de leur tenue. La fanfare qui les accompagnait a apporté une énergie festive et le public, quant à lui, a répondu présent en saluant le travail de ses bénévoles. Un moment émouvant. C'est toujours une grande émotion parce que justement on ne parle pas assez de nous. Il n'y aurait pas de course si on n'était pas là. C'est un cercle vicieux en fait, vicieux ou pas d'ailleurs. Mais s'il n'y a pas de pilote, nous on n'est pas là. Et si nous on n'est pas là, il n'y a pas de pilote. Et du coup il n'y a pas de spectateurs non plus. Le cortège a parcouru la ville du Mans pendant environ 30 minutes, visant à mettre en lumière ces acteurs essentiels de la course. Les jeunes commissaires cherchent à faire connaître leur milieu à travers de nouveaux canaux comme les réseaux sociaux. Ce groupe de jeunes a par exemple créé la page Marshall Zone. L'occasion aussi de pouvoir faire découvrir à des personnes qui ne nous connaissent pas du tout ce qu'on peut faire et pourquoi pas motiver aussi des personnes. Là, on sait qu'on a déjà attiré quelques personnes dans le monde des commissaires. Le défilé s'est conclu sous les applaudissements chaleureux du public et du maire. Près de 2000 commissaires se relayeront toute la semaine, s'assurant une fois encore que les 24 heures du Mans se dérouleront sans encombre. Et puis là, il s'agit d'une autre course. Depuis 50 ans, la course des 24 heures du DER est célébrée dans la Marne. Cette année, elle avait pour arbitre un habitué sélectionné pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de cet été. Nous avons embarqué avec lui. Regardez ce reportage de Gueltaz Philippe pour notre partenaire Puissance TV. Il est dans les premiers à quitter le port de Sainte-Marie-du-Lac. En tant que président du comité de course de la régate des 24 heures du DER, Jean-Pierre doit préparer le départ. Il n'y a pas assez de vent pour faire une ligne perpendiculaire au vent. Nous avons matérialisé la ligne de départ entre la bouée et le mât qui porte le drapeau orange. 3, 2, 1, top ! Le départ se fera lentement mais sans encombre, car cette course, Jean-Pierre la connaît bien. J'étais compétiteur déjà avant. Et puis l'âge venant, je suis passé de l'autre côté de la barrière et je fais courir les autres. Présider un comité de course est une responsabilité bénévole. Jean-Pierre est agréé par la Fédération française de voile pour arbitrer des courses nationales et même plus. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour arbitrer sur les Jeux Olympiques à Marseille. Et voilà, pour moi, ça sera mon bâton de maréchal. Une consécration pour le retraité qui n'en aime pas moins les petites régates. Parce que toutes les épreuves ont un grade. C'est un petit grade. Moi, j'en ai rien à faire. Le principal, c'est de prendre du plaisir. Le ciel couvert à l'horizon annonce une soirée agitée. Il est temps de rejoindre le camping-car, d'où Jean-Pierre surveillera la course. La bouée numéro 1 qui est juste devant nous. La bouée numéro 2 qui est un peu plus haut là-bas. Une des missions qui attend Jean-Pierre à présent, compter les bateaux qui passent devant la bouée numéro 1. Alors le programme de la nuit est tout écrit. Pointé, jusqu'au moment où on leur dira stop les gars, on arrête, tout le monde à la maison. Et puis ils sont sportifs de haut niveau, mais aussi soldats de l'armée de terre. Les membres de l'équipe de France militaire de ski se sont rendus à Montauban pour une expérience unique. Pendant une semaine, ils ont effectué un stage de cohésion au sein du 17e régiment de génie parachutiste. Un reportage signé Emmanuel Jaude pour notre partenaire 8 Mont-Blanc sur place. C'est en treillis et au garde à vous que ces habitués des podiums perçoivent leur ordre de mission. Ski alpin, ski cross, de fond ou encore para-snowboard cross, 14 disciplines sont représentées au sein de l'EFMS, l'équipe de France militaire de ski. Après les commandos de la marine ou encore la Légion étrangère, c'est le 17e régiment de génie parachutiste qui a ouvert ses portes aux athlètes. Des troupes d'élite qui ont mis à rude épreuve le physique et le mental de tous ces sportifs de niveau olympique ou paralympique. Des trucs dans l'eau, c'est le premier stage où je fais vraiment des trucs dans l'eau comme ça, c'est cool. Et, c'est vraiment des super occasions pour nous de côtoyer aussi des personnes
Riche d'expériences dans différents univers. Une immersion au travers d'activités atypiques pour des sportifs mais qui permettent de mettre en valeur les similitudes entre les carrières de soldats et de compétiteurs. Les valeurs sont les mêmes, rigueur, engagement, dépassement de soi, défendre les couleurs du drapeau. Bon, c'est sûr que là, c'est les mêmes valeurs. Et puis oui, c'est un échange de bons procédés parce que les gens du 17, là, ils vont découvrir des athlètes incroyables. Ils vont peut-être échanger avec des pros du tir en biathlon à 22 longs riffs à 50 mètres. Et puis eux, ils vont leur dire, nous, quand on tire au HK 416 à 200 mètres, il se passe ça. Et puis ça fait des superbes échanges. Une affinité évidente et également facilitée par un programme étudié dans ses moindres détails. En effet, pendant 5 jours, de nombreux spécialistes ont été mis à contribution pour faire découvrir aux champions français tous les savoir-faire du régiment. Entre les manipulations d'explosifs, les entraînements au tir ou de sauvetage en zone de combat, la cadence est soutenue. Un rythme dont s'accommodent la plupart des sportifs qui n'attendent pas pour transposer ces expériences à leurs spécialités respectives. Comment eux ils abordent une mission à risque ou comment ils vivent une situation à risque. Moi c'est quelque chose qui m'enrichit parce que y a des fois dans des courses où je vais pas être à mon top, où je vais avoir peur. Et finalement on se dit eux ils ont mis ça en place, ok, est-ce que moi je peux m'en servir pour moi mon sport, ma course et en fait on se rend compte qu'il y a pas mal de choses intéressantes à récupérer. Ouais. De son côté, l'équipe de France assure en retour une certaine visibilité au régiment via les réseaux sociaux des athlètes et les histoires de leurs aventures chez les paras de Montauban qui les ont accueillis. Et puis direction l'Isère dans ce journal pour une escapade souterraine. Parmi les merveilles de la région, les grottes de la Balme occupent une place bien à part. Le site abrite plus d'1 kilomètre d'exploration où se mêlent touristes et chauves-souris. Avec des températures très fraîches sur place, le site est aussi un moyen d'éviter le choc thermique pendant les chaudes journées estivales. Regardez ce reportage de notre partenaire Télé Grenoble. Donc là, il y a un petit passage assez étroit, il faut vraiment se faufiler. Et faire preuve vraiment de souplesse. Mais il faudra aussi faire preuve d'humilité face à la beauté naturelle de l'une des 7 merveilles du Dauphiné. Dans le Nord-Isère, les grottes de la Balme offrent au public un spectacle riche en découvertes et en histoire dans l'espace naturel sensible des coteaux de Saint-Roch. On rentre par un porche qui fait à peu près 35 mètres de haut, donc déjà ça c'est déjà impressionnant. Ensuite on arrive dans un espace très ouvert avec des dimensions de cathédrale, on y trouve des lacs, on y trouve des labyrinthes aussi, 2 labyrinthes qui sont très spécifiques des grottes, on y trouve des gourds, donc ces petits bassins qui sont tout à fait magnifiques. Donc ces passages ils sont formés tout simplement avec le passage de l'eau pendant des milliers d'années. Alors ici vous avez une formation un peu particulière qui s'appelle une marmite de géant. Qui est une formation complètement naturelle. Ça se forme de manière assez simple. On a de l'eau qui va couler, qui va tourbillonner et qui va emporter avec elle des cailloux ou un peu de sable. Ça fait une d'érosion mécanique assez simple à comprendre. Et donc celle que vous avez là, cette marmite de géant, elle a environ 130 000 ans. Ce qui fait aussi la particularité des grottes de la Balme, ce sont ses habitants. Elles sont réputées pour héberger une grande variété de populations de chauves-souris. Les grottes accueillent différentes espèces d'oiseaux dont certaines sont rares, comme des rapaces nocturnes, en plus d'avoir ouvert la porte à quelques mammifères, eux aussi extrêmement rares. Donc là on s'engouffre dans le labyrinthe de François Ier. C'est une peinture d'un artiste lyonnais qui s'appelle Théodore Lévigne et qui a été réalisée en 1882. Elle est là pour commémorer un événement historique majeur à la fois pour le village mais aussi pour les grottes, à savoir la venue de François Ier en personne aux grottes de la Balme, en 1516. Entre histoire, géologie et écosystème, les grottes de la Balme sont la promesse d'une évasion à la découverte des travaux époustouflants de l'architecte la plus talentueuse au monde, la nature. Alors si vous avez le rythme dans la peau, c'est le moment de regarder ce reportage, car c'est l'un des objectifs de ces jeunes talents. Lors d'une compétition de breakdance, un style bien particulier, ces enfants se sont affrontés sous l'œil de professionnels. Cette compétition à Trappes dans les Yvelines prend de l'ampleur l'année même où le breakdance entre aux Jeux Olympiques. Un reportage exclusif de Mélanie Poquet et de Clara de Frutos pour notre partenaire TV78 dans les Yvelines. Ils n'ont même pas 9 ans et ils régalent déjà le jury. La catégorie la plus jeune de cette 3e édition ouvrait la compétition face à des professionnels de renom comme Choupi, Dimitri, Youyou ou encore Sekani.
la musique, l'originalité, la technique, prise de risque, déplacement. Et après, là, il y a des tout petits. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément conscience, mais c'est pas pour autant qu'ils font pas tout ça. Une compétition avec mix en direct. Le niveau ne s'est pas démenti pour les autres catégories, moins de 14 ans et moins de 18 ans. Derrière l'organisation, l'association morpasienne World Step Events. Le hip-hop, ça éduque. Ça éduque au même titre que d'autres activités, que d'autres sports. Parce que la danse, c'est un sport, hein, c'est une culture, mais c'est un sport aussi. Et nous, l'idée, en fait, c'est de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de rappeler ce que le hip-hop nous a apporté à nous, à plusieurs générations, et de permettre, en fait, à tous les jeunes de le rencontrer pour, en fait, en retirer les bienfaits. Dépasser les limites, ne pas être comme tout le monde, être soi-même, des valeurs déjà bien acquises par la soixantaine de participants. Je veux montrer mes émotions. On se sent libre, on est bien quoi. L'adrénaline, la passion, ce qu'on peut ressentir, la liberté d'expression. Des battles pas anodines non plus pour le jury à l'œil avisé. Ces apprentis danseurs seront peut-être un jour danseurs professionnels. Merci pour votre investissement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.